Les syndicats de Conforama avaient le sentiment d'avoir été entendus. Mais le combat ne fait que commencer. Déjà, le ministère va convoquer la direction de Conforama pour en savoir un peu plus. En fait, notre seul but, c'est de limiter la casse et de faire en sorte qu'il y ait un minimum vraiment de salariés qui fassent les frais de cette politique. Le personnel de Conforama appelé à la mobilisation et la grève illimitée. Mardi, la direction a annoncé la fermeture de 32 magasins. 1900 postes vont être supprimés sur les 9000 que compte l'enseigne en France. Pour les salariés, prévenus à la veille des vacances d'été, le coup est rude. Et ils nous ont également annoncé que concernant les premiers courriers de licenciement suite au PSE, ils arriveront en janvier 2020. Donc voilà, pour la bonne année. Après les vacances, ça sera la bonne année. Donc notre direction continue dans ce cynisme. Le groupe met en avant les 500 millions d'euros de pertes depuis 2013. Mais les salariés ont surtout l'impression de payer les pots cassés. Outre les difficultés de la maison mère sud-africaine Steinhoff, engluée dans un scandale financier à plusieurs milliards d'euros, Conforama n'a pas su se transformer et prendre le virage numérique. Coïncidence de calendrier, alors que l'enseigne d'ameublement dévoilait son plan social drastique, le même jour, le géant de la vente en ligne, Amazon, annonçait la création de 1800 emplois dans le pays. Bonsoir Rodolphe Bonas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du groupe SACOM, le premier groupe de communication indépendant dédié à la vente au détail. Et vous êtes un spécialiste des questions de distribution de façon plus générale. Alors, il y a cette coïncidence qui frappe tout de suite. C'est-à-dire Conforama supprime 1800 emplois. Le même jour, Amazon annonce la création de 1800 emplois en CDI. Qu'est-ce que ça nous dit de ce qui se passe? Eh bien, on est vraiment au cœur de cette mutation, c'est-à-dire de cette évolution profonde que vit notre commerce. Nous ne consommons plus comme on consommait il y a 15, 20 ans ou 30 ans, j'allais même dire, peut-être même, c'est une évolution qui va faire date dans l'histoire du commerce parce qu'on a consommé, vous savez, dans des millénaires, on s'est toujours déplacé pour acheter nos produits. C'est ça qui était fou. Et là, pour la première fois, en restant dans notre canapé, on peut acheter, choisir et se faire livrer des produits. Juste ce petit changement-là fait en sorte que tous nos comportements liés à la consommation de produits a totalement changé. Mais excusez-moi, quand on va chez Conforama, on va acheter un lit, on va acheter une cuisinière, on va acheter un peu de déco, on va encore dans le magasin. Alors oui, alors ça c'est très important ce que vous soulignez, Yves Calvi. C'est vrai que l'existence du digital ne veut pas dire la mort du magasin. C'est-à-dire que pendant un temps, on a imaginé que c'était ou l'un ou l'autre. Et on voit que c'est l'un avec l'autre. Sauf que ce qui doit se passer en magasin doit être différent de ce qui se passait auparavant. Souvenons-nous, quand on était un peu jeune, l'idée, c'était véritablement, on fréquentait ces magasins pour avoir accès à des produits, pouvoir les toucher, les sentir, les voir, etc. Puis c'était souvent, vous savez, une offre très pléthorique, parfois même un peu écrasante. Oui, on ne comprenait rien. Il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, on est dans des magasins dans lesquels on va tout miser sur l'expérience, donc on va faire des choix, on va enlever des produits pour pouvoir les consommer sur le digital et d'autres qu'on va pouvoir discuter avec des vendeurs, par exemple. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis allé acheter un lit chez Conforama il y a 1 an et demi. J'ai été reçu très gentiment. J'ai rien compris au magasin parce que, en effet, on ne savait plus où on était, il y avait beaucoup de choses. Et en même temps, ça m'a paru aussi d'un autre âge. Je ne veux pas être brutal parce qu'ils ont de grandes difficultés. Exactement. Alors, on a résumé ce qui est en train de se passer. Alors, en fait, ce qui se passe pour Conforama est un élément, ça a été un peu dit déjà dans le reportage, c'était assez juste, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Conforama sort d'une tourmente terrible avec son actionnaire, c'est-à-dire son propriétaire, il y a 1 an et demi, a été pris dans des malversations comptables. Sud-africain. Exactement. Steinhoff, qui est un groupe sud-africain, un des grands leaders justement de ce marché du meuble et de l'aménagement de la maison. Et donc, face à ça, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur un marché du meuble qui est très consommateur? Il faut investir pour innover, lancer des collections. Si vous voulez vendre des meubles, c'est comme les vêtements. Il faut faire des collections, 1, 2, 3 par an. Ensuite, après, il faut rénover son parc de magasins pour éviter de vivre ce que vous avez vécu il y a 18 mois. Et en parallèle de ça, bien sûr, il faut continuer à accompagner les éléments sur le digital. Donner un chiffre très rapidement. Oui. Dans le marché du meuble qui pèse 25 milliards d'euros, à peu près 20% des acteurs classiques font leur chiffre d'affaires sur le digital. Conforama n'est qu'à 8 aujourd'hui. Donc il y a besoin d'investissement pour relancer la maison Conforama. D'aucuns disent que Ikea a très largement contribué, notamment avec son investissement sur le net, aux difficultés de Conforama. C'est-à-dire que ce sont deux images totalement opposées aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'en pensez-vous? Alors, ce que je pense, c'est que clairement, on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. C'est vrai qu'il y a Ikea, mais il n'y a pas que Ikea. Regardez Maison du
du Monde, par exemple, est une marque qui se développe, qui ouvre des magasins. Alinea aussi est en train de réouvrir des magasins. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité face au commerce. On est capable de se réinventer, de repenser le système. Ces nouveaux magasins dont vous nous parlez et qui réouvrent, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on réinvestit ces nouveaux lieux. Qu'est-ce qu'ils ont de différent de ce que serait un Confo traditionnel où on irait aujourd'hui faire nos courses? Eh bien, c'est-à-dire qu'ils seraient beaucoup moins caverne d'Alibaba et beaucoup plus expérientiel. On le voit très bien. Prenons l'exemple d'IKEA. Quand on imagine qu'IKEA est capable d'ouvrir un magasin en plein centre de Paris, on se dit mais comment est-ce qu'ils font alors qu'ils ont des magasins qui sont énormes? À Paris, ils vont être beaucoup plus petits. Eh bien, on repense le magasin. C'est-à-dire, on fait des choix. On dit, je ne vais pas présenter tous ces produits, ça fait trop fouillis. En revanche, je vais présenter une gamme bien précise. Les matelas, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, c'est vraiment un marché totalement bouleversé parce que vous avez des acteurs aujourd'hui sur le digital qui ne vendent que des matelas, les fameux matelas roulés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire, ils vous livrent carrément des matelas roulés qui sont livrés comme ça. Et donc, c'est face à ces mutations, ces bouleversements que des enseignes comme Conforama, Alinea ou Maison du Monde doivent se repenser. Alors, Conforama dans le meuble, Auchan dans la distribution, ces maisons qui ont fait une partie de l'image de la France. Hein, oui, même à l'international, vous avez raison. Et même à l'international. Bien sûr, parce que Conforama a beaucoup d'enseignes, beaucoup de pays ouverts aujourd'hui. Absolument. C'est fini? Non, c'est pas fini. Non, ils sont très atteints. Alors, vous vous rendez compte, 32 magasins, 2000 personnes qui vont disparaître. C'est colossal. Hein. Le parc de Conforama, c'est un peu plus de 330 magasins. Donc là, ici, on va toucher à peu près 10% du parc. C'est absolument colossal. Mais ça ne veut pas dire que la marque va disparaître. Pourquoi? Parce que derrière Conforama, vous avez toutes les réminiscences de notre enfance et l'existence d'un modèle. Conforama, c'est une marque qui nous a accompagnés, qui vous a accompagnés dans votre aménagement, la vie avec vos enfants, dans vos départs en vacances. Donc on peut penser que si jamais on est capable de redynamiser cette histoire, mais ça passera par l'offre et par le prix. Hein, vous le savez très bien, c'est deux choses. Le bon produit au juste prix. Et normalement, c'est une enseigne qui peut se révéler. Regardez la Fnac. On n'avait pas imaginé il y a 10 ans que la Fnac, qui vivait une situation terrible, puisse réouvrir des magasins aujourd'hui. Est-ce que ceux qui vont perdre leur boulot, je mesure la question que je vous pose, mais ceux qui vont perdre leur boulot à Conforama peuvent, d'après vous, demain, aller travailler chez Amazon dans ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire dans l'arrière-boutique? Alors, pour certains d'entre eux, oui, mais pour d'autres, il faudra retrouver des reconversions en magasin. Pourquoi? Parce que le métier d'Amazon est avant tout un métier de logisticien. Ce n'est pas un magasin. Je prends la commande, je mets par exemple le bouquin dans la boîte, exactement. Je vérifie que c'est le bon nom, la bonne adresse. Exactement, vous avez raison. Il y a deux grands métiers chez Amazon, la logistique, ce que vous venez d'expliquer, et la relation client à distance. C'est-à-dire le fait d'être capable de recevoir un coup de téléphone, d'un client et d'accompagner la vente ou même d'accompagner parfois même des remboursements ou des erreurs de livraison qu'il pourrait avoir. Donc, c'est les deux métiers. Ce sont des univers qui peuvent surprendre. Je constatais l'autre jour qu'il est quasiment impossible de parler, par exemple, ça n'est pas le même univers, mais à quelqu'un chez EasyJet. Qui vend tous ses billets sur Internet et qui est sans doute aujourd'hui un des plus gros vendeurs de billets d'avion en Europe. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas parler à qui que ce soit chez EasyJet. Mais Yves Calvi, il n'y a pas que EasyJet. Les services de l'État opèrent exactement de la même manière. Ça devient de plus en plus compliqué de rentrer avec un préposé à la préfecture en charge des cartes grises. Ça n'existe plus. Et bien EasyJet a monté son modèle, non pas en copiant l'État, mais un peu l'État plutôt en copiant le modèle d'EasyJet. L'idée étant de se dire que si on est capable de vous proposer des produits et des prix qui sont aussi bas, l'échange de ça veut dire qu'il va falloir digitaliser la relation et que mécaniquement, il y aura moins de monde. Et ça, c'est vrai que ce sont des promesses qui sont parfois difficiles à tenir et difficiles à comprendre pour les clients. Digitaliser de la relation, vous savez que c'est quand même un terme qui peut inquiéter. Enfin, je veux dire, il y a un aspect de déshumanisation qui paraît incroyable. Et oui, c'est pour ça qu'il y a certaines marques qui misent tout sur l'inverse. C'est-à-dire de plus en plus de marques aujourd'hui qui sont en train de vous dire, vous avez le choix, soit vous allez sur des modèles qui sont 100% digitalisés, vous ne rencontrerez pas un humain, soit vous basculez dans des modèles qui vont être 100% dans les humains. Et même, il y a même des groupes hôteliers aujourd'hui qui défendent l'idée même que vous ne pouvez ni réserver en ligne. Quand vous allez dans ces hôtels, vous n'avez aucun Wi-Fi, aucune liaison digitalisée. Tout est fait avec des êtres humains et avec qui on aura des relations. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas. Amazon